Je propose qu'on démarre, si ça vous va, Ouais, Camille et Florence. Et ouais. puis ceux qui se joignent à nous au fur et à mesure, bah, se joindront à nous au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, l'objet de notre datapéro, c'est de parler un peu plus humain que machine learning ou data au large. C'est de voir comment justement embarquer les collaborateurs de l'entreprise dans ces projets data et comment faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise voient l'intérêt de l'usage des données dans leur métier également, puissent le mettre en pratique très concrètement. Et c'est là où le bas blesse bien souvent, et c'est pour ça que Camille et Florence se présenteront juste après et pourront expliquer comment lever ces freins, à, à ce que les humains de l'entreprise mettent en œuvre ces chantiers qui sont assez ambitieux et qui nécessitent forcément de changements, d'évolution, des postures, de manière de travailler, etc. Donc Camille, je te propose de passer à la suite. Donc ce webinaire va durer 1 heure et quart. Pour l'instant, nous sommes en petit comité, possible en replay comme d'habitude. Vous aurez également, pour ceux qui le souhaitent, avoir le support en PDF en plus du replay. Vous avez possibilité, il n'en est pas beaucoup, de poser vos questions. Par défaut, le micro est coupé, mais n'hésitez pas à lever la petite main si vous avez une question. Et puis, le chat est aussi là pour ça. Je peux répondre en première instance, centraliser vos questions et on y répondra au fil de l'eau. Camille, tu peux passer à Ouais. la prochaine slide. C'est vrai que c'est moi qui ai la main. Bon, après, comme c'était un date pro, alors désolé, c'est le format digital, donc la consommation de votre côté si vous le souhaitez, hein, vous buvez de l'eau, ce que vous voulez. On est dans le sud, donc nous on a tendance à l'apéritif, l'apéro, mais on ne le fait pas tout le temps non plus, donc c'est un peu le deuil. Et dans tous les cas, on a aussi un format qu'on fait en présentiel une fois tous les 2 mois. Là, le prochain, je crois que ça a lieu le 7 juin. On va refaire le sujet culture data, mais cette fois en présentiel avec des pizzas. Et donc, bien entendu, on invite quelques chefs d'entreprise de la région Occitanie à venir nous rejoindre dans nos bureaux pour reparler de ce sujet. Alors, au menu aujourd'hui, on va aborder ce sujet culture data sous différents angles. Le premier, c'est déjà de quoi on parle concrètement, parce que culture data, bon, c'est pas beaucoup de monde, mais concrètement, de quoi on parle quand on parle culture data. Pourquoi s'intéresser à ce sujet-là de culture data, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de techno, on parle beaucoup de ce que nous offrent les technologies modernes pour mieux travailler ces données, mieux les valoriser, mais pourquoi parler culture data et pourquoi embarquer toute l'entreprise au final sur ce sujet. Et puis, bien entendu, comment s'y prendre, avoir un petit peu de méthode, de vision, des différents de qu'est-ce qu'il va falloir bouger, comment le bouger. Et puis, l'idée, hein, comme c'est un si certains se joignent à nous, c'est aussi de savoir vous êtes et comment vous pourriez mettre en place ces stratégies d'acculturation de vos équipes. Voilà, je vais passer à la slide suivante et donc présenter de vous présenter. Je reviens sur Data Shooting et nous présenter un peu plus. Donc nous, Data Shooting, on est un cabinet de conseil spécialisé dans dans la valorisation des données et plus dans la recherche de performance à l'aide d'une exploitation efficace et innovante de leurs données. Donc nous, on aide réflexion, donc le conseil, hein, on va les aider à avoir une vision stratégique de comment je peux mettre ces données au profit de mon entreprise, jusqu'à l'exploitation, donc en passant par la réalisation d'outils qui consomment de la donnée. Ça peut être des usages avec des tableaux de bord, avec des moyens de croiser ces données, de les faire parler, de répondre aux questions des métiers. Hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est comment répondre aux questions des métiers qui restent potentiellement avec des points d'interrogation. Et puis, bien entendu, de rendre ces ressources de l'entreprise autonomes en les formant sur ces différents outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et donc, nous, on est là pour vous accompagner tout au long de votre évolution, dans votre maturité data, parce qu'on peut être tout petit sur ces sujets, et puis objectif, hein, c'est potentiellement d'être ce qu'on va dire data-driven, et ça c'est encore un autre terme qui peut être abstrait et qu'on pourrait définir, mais voilà, l'idée c'est de mettre la donnée donc moi-même je suis le président de la société, mais je laisserai la part belle aujourd'hui à Camille et Florence qui vont se présenter et qui vont animer ce webinaire. Donc, Florence, à toi la parole. Bien, merci beaucoup. Merci Gaëlle. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Florence Axel. Donc moi, je ne travaille pas dans Data Consulting, mais en tout cas, voilà, une jolie rencontre et pourquoi pas des partenariats ensemble.
Et donc, moi, j'ai un petit profil market-com, en fait, à la base, et surtout entrepreneur, comme Gaëlle. Donc, le côté business et les sujets business, c'est vraiment ce qui m'intéresse. J'ai enchaîné depuis 7-8 ans pas mal de missions de management de transition. Donc, j'accompagne des entreprises, mais de manière très opérationnelle au sein des entreprises sur des sujets de transformation digitale et de transformation data. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la direction de la data du groupe BPCE, que j'ai accompagné sur ces sujets de culture data, d'acculturation à la data. Et puis, voilà, je suis intervenue depuis auprès de différentes entreprises, des grands groupes, des plus petites entreprises. Et j'ai créé le Club Culture Data il y a 2-3 mois maintenant, qui rassemble 3895 followers sur LinkedIn. Et donc, l'idée, c'est de rassembler tous ces passionnés et toutes ces personnes qui sont intéressées par ce sujet de la culture data. Voilà le petit pitch de mon parcours. Et je laisse la main à Camille. Merci Florence. Et bien, bonjour à tous. Donc Camille Morellon. Donc moi je travaille chez Datasulting. J'interviens sur différents sujets. J'interviens sur des missions de conseil, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients sur la construction de leur roadmap data, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place pour exploiter leur data dans leur entreprise. J'interviens sur des missions de réalisation, puisque je déploie aussi des outils décisionnels, donc de reporting. Je suis également en charge de l'Observatoire de la maturité data. Donc, c'est une enquête qu'on mène tous les ans chez Datasulting pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en matière de data dans les entreprises, notamment les PME et les ETI. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques chiffres sur la culture data. Et c'est une enquête qui est relancée cette année et qui est ouverte et à laquelle vous pouvez donc répondre et obtenir en fin de questionnaire votre radar de maturité data sur 5 piliers data. Voilà. Et je recommande, hein. Je recommande, c'est super intéressant. Ouais, je recommande. Moi, je m'en sers, j'ai mis le nez dedans. Ça permet vraiment d'avoir, puis de se benchmarker en fait, quand on est une entreprise aussi, savoir où en sont les autres, moi, où est-ce que j'en suis, c'est très riche. Oui, le questionnaire est assez long, mais il y a vraiment on passe tout en revue, tous les piliers data, et donc bien sûr, il y a un volet culture data. Et j'interviens aussi, du coup, de façon plus récemment, du coup, sur les sujets culture data, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Et le dernier intervenant du jour, c'est vous, parce que nous, on est intéressés aussi de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre entreprise, si c'est un sujet, la culture data, si vous avez, vous aussi, du mal à embarquer tous vos collaborateurs sur vos sujets data ou pas, et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place. Donc, en fin de session, on vous interrogera là-dessus, on vous donnera la parole. Voilà pour moi. Eh bien, tip top. Hop, j'avance. Alors du coup, moi, je vais vous rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Tout à l'heure, on a évoqué ce sujet culture data et je pense que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, ça peut paraître un peu abstrait. On entend parler de beaucoup de choses. Alors, on parle de big data, d'intelligence artificielle et quelque part, on se dit, est-ce que je suis bien acculturé à tous ces sujets-là? Et au final, je vous poserai une première question et notamment à toi, Florence. C'est quoi la culture data? C'est une très, très bonne question. Merci, Gaëlle. Surtout que la data et encore plus la culturation à la data, c'est tout neuf en fait. Tout ça, c'est quand même des sujets dont on parle depuis très, très peu de temps. Donc, c'est vrai qu'à aujourd'hui, c'est encore le Far West. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore une méthode qui a été vraiment mise à plat et où on sait de manière extrêmement précise comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, on fonctionne surtout avec les retours d'expérience de ceux qui l'ont fait, qui ont testé des trucs et qui viennent nous raconter après ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, en plus, il faut prendre aussi tout ça en compte. Alors, du fait, la définition que moi, je vous propose de l'acculturation, elle m'est personnelle, on va dire, à partir de tous les échanges que j'ai pu avoir avec plein de chief data officers de plein d'entreprises que j'ai pu avoir l'occasion d'interviewer dans le cadre du Club Culture Data. Moi, j'en suis arrivée à une conclusion, c'est que l'acculturation à la data, c'est tout le socle, toutes les étapes qui se trouvent avant la formation à la data. En tout cas, c'est ma vision. Après, à challenger. C'est toutes ces étapes avant où on est du fait pas sur une démarche de consciente, on va dire, et volontaire de la part du collaborateur, mais sur toutes les phases avant où on est sur plutôt de la sensibilisation et on va aller prendre contact avec des collaborateurs qui peut-être ne se sentent pas au départ concernés. Et donc, on va permettre, l'idée, c'est d'amener ce collaborateur à travers différentes étapes
qui, au final, vont peut-être l'amener à l'étape numéro 5, on l'espère, qui sera la prise de conscience et du fait aussi la prise en main, quelque part, de son destin en se disant, tiens, et si je me formais à la data parce que je me suis rendu compte, un, que j'ai compris comment ça fonctionnait, deux, finalement, ça ne me fait plus aussi peur que ça aurait pu me faire peur jusque maintenant, trois, je sais qu'on va y aller et que je suis bien encadrée pour y aller et ça va bien se passer. 4, je vais commencer à m'impliquer dans l'histoire. Et 5, voilà, je prends en main mon destin et je décide de me former. Alors, c'est de manière très synthétique et réductrice, mais l'idée, de toute façon, c'est de faire un petit pitch aussi. Mais je pense qu'il y a un petit peu ces 5 étapes psychologiques par lesquelles il faut passer. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est justement en échangeant avec des clients. C'est une des visions que je trouve est assez pertinente par rapport à ce que j'ai pu voir mise en place et ce qui fonctionne. Donc voilà, en synthèse, ce qu'est pour moi l'acculturation, réussir à passer toutes ces étapes pour arriver à la prise en main de son destin et la partie formation. Camille, t'es raccord? Ouais, tout à fait en phase avec toi. Effectivement, la culture data, c'est pas que de la formation. Et c'est pas pour moi que la partie avant non plus. La formation en fait partie, mais effectivement, le fait de souligner qu'il y a toutes des étapes très importantes en amont, ça c'est évidemment c'est clé. Et on ne peut pas se contenter de la formation. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on constate chez nos clients souvent, c'est qu'ils viennent nous voir pour qu'on déploie chez eux des architectures data pour pouvoir exploiter la data. Donc, on est beaucoup dans la technique et dans la technologie. Mais pour autant, la data ne se limite pas à cette maîtrise des technologies. Et souvent, ce qu'ils constatent, c'est qu'à posteriori, une fois qu'ils ont commencé à lancer, qu'ils ont déployé plein de choses, c'est qu'ils se rendent compte que leurs outils, ce qu'ils ont déployés, ce n'est pas utilisé de façon optimale chez eux. Et ils se demandent pourquoi. Et tout simplement, la réponse, c'est qu'il y a deux systèmes dans l'entreprise. Il y a cette dimension technologique, mais il y a aussi la dimension humaine qui est souvent pas prise en compte au départ dans les projets data. Donc, il y a tous ces collaborateurs qui vont être amenés à produire de la data ou à consommer de la data. Et tout cela, il faut les embarquer en parallèle dans ces projets data. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui en tout cas, c'est fait a posteriori. Et donc, nous, on travaille, et Florence aussi, pour que tout ça, ça soit fait en même temps, en synchro avec les projets techno. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Data Fitting, donc on a lancé il y a 2-3 ans, en 2020, un observatoire de la maturité data des entreprises. Donc, on interroge les PME et ETI sur leur maturité data, qu'est-ce qu'ils font, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont déployé. Et dans cette enquête, on a tout un volet donc, sur la culture data. Et d'ailleurs, c'est la thématique qui est mise à l'honneur cette année dans l'observatoire. Et pour vous donner quelques chiffres sur ce qui ressort de l'observatoire 2021, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a qu'aujourd'hui un décideur sur deux, donc de ces PME ETI, qui affirment avoir suffisamment de connaissances sur les sujets de la data, c'est ici, donc 47%. Et au sein de l'entreprise, si on regarde les collaborateurs, hop, je perds mes écouteurs, si on regarde les collaborateurs, c'est 61% d'entre eux qui ont un niveau faible de sensibilisation sur ces sujets. Donc, si on revient sur la slide d'avant, si l'idée, c'est quand même d'embarquer les collaborateurs pour favoriser le succès des projets data, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir dans l'entreprise sur ces sujets-là. Tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Observatoire de la maturité data des entreprises, donc ces chiffres sur la culture data et puis sur tous les autres piliers. Et je le redis, vous pouvez surtout participer au nouveau volet de l'enquête 2022. Ce qui est intéressant par rapport à votre étude aussi, c'est qu'elle est sur un profil d'entreprise assez spécifique. Tous les grands groupes, eux, si on pose la question aux grands groupes, parce que moi j'étais amenée à travailler vraiment sur ces entreprises-là, il y a 100% des entreprises qui ont mis en place des actions de sensibilisation sur l'usage des données. Donc, et ils ont forcément un temps d'avance parce qu'ils ont investi, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sur ces sujets-là. Et donc, ils sont tous passés par là. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que on peut aussi, s'il n'y a que 14% des entreprises qui ont mis en place des actions de sensibilisation, ce n'est pas parce que ça n'est pas intéressant, c'est parce qu'elles n'ont pas encore, les dirigeants ne sont pas non plus encore arrivés à cette maturité de se dire, oui, ça peut être un véritable enjeu et un véritable atout pour mon entreprise à la fin. Et je trouve ça intéressant de se dire que par contre, côté grand groupe, ils l'ont déjà fait. Donc, ça peut être peut-être un guide aussi pour se dire que c'est le moment d'y aller, non? Oui, tout à fait.
Allô? Alors, j'espère que vous allez m'entendre parce que mon réseau Oui, est on t'entend. en mode sinusoïdal depuis tout à l'heure. Et pourtant, je suis hébergé chez un hébergeur, mais a priori, son propre réseau n'est pas au top. Euh, donc, autre question, parce qu'on continue sur ce sujet culture data. OK, maintenant qu'on s'est posé la question, on a posé un peu le décor. À quoi ça sert concrètement? Alors ça aussi, c'est une très très bonne question parce que c'est un peu le cœur du réacteur. Hein. Si on n'arrive pas à savoir exactement à quoi ça sert, c'est sûr qu'on risque de ne pas le faire du tout. En fait, si on regarde de nouveau l'histoire qui s'est passée dans les grands groupes, il y a 3-4 ans, et j'ai fait l'étude, je vous la partagerai aussi à un moment si ça peut vous intéresser. Je suis allée regarder dans les plans stratégiques de tous les grands groupes. Et en fait, il y en a plein qui avaient mis dès le départ, ce qu'on veut, c'est être data-centric, le fameux mot dont tu parlais tout à l'heure, Gaël. Voilà, ouais. On veut être vraiment mettre la data au cœur de notre entreprise. Ça, c'était déjà il y a 3-4 ans. C'était vraiment dans les fondamentaux. Donc, ils se sont tout de suite lancés dans des projets data. Hein. Ils ont directement ouvert les vannes et commencé à investir, etc. Et 3-4 ans après, là, ils reviennent, ils remontent à la surface, ils se disent « Zut, ça ne marche pas. » Pourquoi ça ne marche pas? Alors, c'est ce que j'entends chez mes clients. Alors, ça ne marche pas soit parce qu'on n'a pas de données, soit ça ne marche pas parce qu'on a des vraies problématiques de qualité de données. Ça, je crois que c'est le mot que j'entends le plus chez les clients. Oh là là, la qualité de données, la qualité des données. Et en fait, tout ça, comment est-ce qu'on fait pour avoir des données et pour avoir moins de problèmes de qualité de données? En fait, on se rend compte que ceux qui saisissent, ceux qui produisent les données dont tu parlais, Camille, tout à l'heure, c'est des êtres humains. Êtres humains qui n'étaient pas forcément, qui ne se sentaient pas forcément concernés ou qui ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont au cœur de tout le cycle de la donnée. Et c'est un peu ça le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les grands groupes ont mis en place ces sujets d'acculturation et ce programme, ces stratégies d'acculturation de la data. C'est pour résoudre finalement ces problèmes, comme tu le disais, un peu a posteriori, de données, une problématique de qualité de données. Et le nœud central de tout ça, c'est vraiment réussir à sensibiliser et à faire se rendre compte à chacun, parce que finalement, chacun l'est, quel que soit le secteur de l'entreprise dans laquelle il travaille, soit produit de la donnée, soit en consomme. Et souvent ne se rend même pas compte, en fait. Ça fait partie de son métier, mais il ne l'a pas verbalisé comme étant une production de données. J'ai un exemple, j'ai travaillé entre autres pour des boîtes dans la grande distribution. Et le sujet, c'est on a des problématiques de production de données. Pourquoi? Parce que les caissières ne passent pas les cartes de fidélité des clients. Elles, quand on leur dit vous ne produisez pas de données, c'est pas ce qu'elles comprennent. Enfin, c'est pas le même vocabulaire, mais au final, chaque carte qui ne passe pas, c'est un panier et des informations sur les clients qui ne sont pas récupérées, donc des campagnes marketing qui ne sont pas bien ciblées, etc., 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 etc. Mais la collaboratrice au départ, qui est devant sa caisse, n'a pas cette visibilité, cette sensation d'être un maillon juste essentiel en fait à l'ensemble de l'histoire de la donnée. Parce que ce n'est pas le vocabulaire qu'elle utilise. Elle, ce qu'elle fait, c'est passer la carte de fidélité, ce n'est pas produire de la donnée. Donc, on revient à tout ça et c'est vraiment l'idée de réussir à permettre à chacun, grâce à l'acculturation à la donnée, d'avoir conscience de son rôle. Mais ce qui est génial, ça veut dire aussi avoir conscience de son importance. Donc, finalement, c'est aussi très, très valorisant pour les collaborateurs. Et d'ailleurs, je posais la question à un des patrons de la data dans une des entreprises en disant, mais finalement, le grand patron qui est tout là-haut dans sa tour, tout en haut de la pyramide, quand il regarde son dashboard, son tableau de bord avec ses 3-4 indicateurs clés, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et il m'a répondu, dedans, il y a 3-4 indicateurs, dont le nombre de clients encartés. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que notre caissière scanne la carte, ça a un impact sur le dashboard du président directeur général monde, ce qui est génial et ce qui en fait est super valorisant aussi pour chaque collaborateur. Et ça, je trouve ça plutôt chouette dans la démarche de la donnée, c'est que c'est plus qu'encore être… alors on a dit déjà, c'est pas que de la tech, c'est de l'humain, mais c'est vraiment collaboratif et collectif comme démarche finalement. Oui, voilà. Il y a deux dimensions, je suis d'accord avec toi, Florence, il y a deux dimensions. En fait, souvent dans ce qu'on voit, c'est que sur la data, il faut expliquer l'intérêt collectif, comme tu dis, à pourquoi on veut utiliser la data, pourquoi on veut être data-centric, pourquoi on veut être data-driven, tout ça. Comprendre, voilà, expliquer pourquoi l'entreprise veut aller par là. Et puis aussi, pour essayer d'embarquer les collaborateurs, il y a aussi une dimension personnelle, c'est-à-dire qu'il faut que le collaborateur trouve son intérêt personnel à s'impliquer sur ces projets-là aussi. Donc, il y a ces deux dimensions à travailler, il me semble. Exactement. Et après, ça peut passer par plein de leviers, cet intérêt qu'il va avoir.
Il peut y avoir l'intérêt de la valorisation, comme on disait, comme il peut y en avoir plein d'autres. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi extrêmement clé, cette acculturation, parce que surtout, ça prépare l'avenir et la croissance de l'entreprise. C'est sûr que l'avenir sera data-driven. C'est sûr que la data, elle va être au cœur du business. Et si on ne l'est pas, eh bien, ça sera plutôt très dangereux, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, la vraie question, c'est au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes outillé pour préparer cet avenir très proche qui est en train de se préparer. Outiller, ça veut dire est-ce que vous avez les outils, mais est-ce que vous avez aussi les ressources, les compétences, les collaborateurs qui ont les compétences nécessaires ou pas, sachant qu'en plus, et ça, je travaille en plus pour pas mal de clients qui sont dans ces univers de la formation, c'est un univers qui est totalement sous tension. Tout ce qui est métier de la data, réussir à recruter dans la data, c'est extrêmement complexe. Hein. Vous opinez du chef. Oui. C'est un vrai sujet. Donc, l'anticiper, le préparer et y réfléchir, il ne faut pas blaguer avec ça. Je pense que c'est vraiment une urgence qui est importante. Et puis surtout, voilà, c'est dans l'idée de penser aussi reconversion, parce que ça veut dire aussi qu'on a des collaborateurs, comment est-ce qu'on va soit pouvoir les faire monter en compétences, comment est-ce qu'on va pouvoir les former, comment est-ce qu'on va pouvoir recruter les bonnes personnes, tout ça pour avoir un GPEC qui soit à la hauteur par rapport aux enjeux de l'entreprise. Et c'est sûr et certain, et je pense que vous serez d'accord avec ça, pour dire que la croissance des entreprises, clairement, elle passe par les données et pas passer… alors, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ne pas les prendre en compte, c'est juste passer à côté d'opportunités business énormes. Et au-delà d'opportunités, c'est de la pérennité de l'entreprise, parce que ça doit faire partie des moyens pour rendre l'entreprise plus pérenne. On l'a vu en période Covid. Il y a des sociétés qui sont venues nous voir dans cette période-là parce qu'ils se sont rendus compte que leur modèle économique était remis en question. Et je pense qu'on va encore le voir à la guerre en Ukraine avec des problèmes de sourcing des matériaux, etc. Où en fait, il y a des business très dépendants du matériel, très dépendants de modes de pratique, de fonctionnement qui les rendent fragiles. Et au final, certains se sont rendus compte que l'usage des données pouvait leur permettre d'avoir une nouvelle opportunité, pas forcément de croissance, mais déjà d'être plus pérenne. C'est comment je peux exploiter ce que j'ai accumulé depuis des années, cette richesse, mais que je n'ai pas forcément exploité, que je ne sais même pas quelle est. Des gens qui faisaient des séminaires à des médecins, pendant 2 ans, ils se sont retrouvés, ils n'avaient plus de séminaire. Super contenu à exploiter, mais il n'y a pas de stratégie d'exploitation de ces contenus, de valorisation de ces données, de comment je peux offrir de nouveaux services. Et donc là, ça permet d'ouvrir un peu plus les chakras. Et effectivement, je suis raccord avec toi, Florence, là-dessus, sur le fait que la donnée, c'est un moyen de se démarquer de ses concurrents, potentiellement de générer des nouveaux business, mais aussi d'être tout simplement encore là dans 10 ans. Je trouve que c'est intéressant aussi le choix des mots parce qu'on parle de digital, on parle de data. Il y en a certains qui disent non, mais moi je fais pas de la data, je fais du digital. C'est intéressant parce qu'en fait, on est d'abord passé par le digital. Oui. Alors, tout le monde, on parle de la grande transformation digitale qui justement est arrivée d'ailleurs jusqu'aux PME, jusqu'aux ETI, enfin en tout cas de plus en plus. Et maintenant, on parle de data, mais en fait, la data, c'est le cœur du réacteur du digital. Donc, ça veut juste dire qu'on passe à l'étape d'au-dessus, mais surtout qu'on crée le socle. La data, c'est aussi toute la structure qui va permettre ensuite de tirer le meilleur et tout le potentiel, à la fois, comme tu dis, en termes de pérennité, en termes de développement business, en termes d'opportunités et de faciliter le travail aussi des collaborateurs. Enfin, ça a des impacts absolument à tous les niveaux pour passer l'étape d'au-dessus. Passionnant tout ça, c'est passionnant. Oui, on peut en parler pendant des heures. mais tellement, tellement. Alors, c'est évidemment des opportunités, mais je pense aussi que c'est aussi une histoire de responsabilité pour les entreprises. En fait, moi, j'ai parlé pas mal aussi avec des chercheurs et des gens qui font des thèses sur les sujets de l'acculturation. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont une vision un peu universitaire et un peu théorique, méthodologique de l'histoire. Et en fait, il y en a un en particulier qui est Hugo Verdi, qui m'a partagé un super parallèle entre l'acculturation à la data et l'acculturation aux médias. Parce qu'on parle de data literacy, c'est le mot version anglaise, mais avant, on parlait aussi de media literacy. Et en fait, le media literacy, ça a été le fait de permettre
à chacun, à tous les citoyens, de développer une sorte de sens critique par rapport à l'information. Vous vous souvenez on est passé par tout ça avec le fact-checking, vérifier l'information, etc. Alors qu'au départ, il y avait de l'information de partout. Et donc, il y a eu ce média littératie, cette formation, cette acculturation à je développe mon sens critique pour me permettre de devenir un utilisateur averti des médias. Et bien aujourd'hui, quelque part, avec la data, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait la data de partout et l'objectif et la responsabilité en partie des entreprises, c'est aussi de permettre à chacun de devenir un utilisateur et un producteur de données un peu responsable et qui peut avoir un sens critique. Parce que si on utilise des données n'importe comment au sein des entreprises, il y a tous les biais, on parle beaucoup des algorithmes qui ont des biais, etc. Parce que finalement, c'est l'humain derrière qui gère et qui décide des règles du jeu et d'utilisation de la data. Et donc, il y a vraiment un enjeu presque sociétal, je trouve, qui est hyper intéressant aussi à avoir en tête. Pourquoi il est intéressant? Donc, dans l'idée de passer alors lui, il me dit passer d'un data worker un data citizen, donc vraiment avoir ce côté, une dimension un peu citoyenne et avoir un esprit critique sur l'usage et la production de la donnée. Ça, je pense que c'était intéressant, d'abord un petit peu pour le côté philosophique et puis qui permet un petit peu de se projeter, mais c'est aussi super intéressant, ça veut dire aussi qu'il y a un sujet RSE derrière et ça veut dire aussi que c'est un enjeu de communication, c'est-à-dire que mettre en place une stratégie d'acculturation, ça peut être aussi un moyen de communiquer dessus, donc de donner de la visibilité à son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le côté business derrière. Mais je trouve que voilà, il y a une boucle vertueuse qui peut être super intéressante là-dessus. Et puis, parler de cette démarche et de ces valeurs aussi qu'on peut défendre autour de l'acculturation à la data, c'est aussi défendre des valeurs, c'est développer une relation de confiance et en termes de business, etc., ça peut aussi être extrêmement intéressant. Et puis, je trouve aussi que c'est intéressant parce que ça peut être un levier de marque employeur. Quand on a envie de recruter des collaborateurs pour travailler avec vous sur les sujets de data, ou pas d'ailleurs, démontrer qu'on développe cette culture data au sein de l'entreprise, ça peut être aussi un levier qui montre l'engagement, l'implication de l'entreprise pour faire grandir ses collaborateurs. Donc, ça peut être aussi un très bon levier de marque employeur. Donc, je trouve que c'est intéressant quand on tire le fil parce qu'il y a le côté opportunité business, il y a le côté responsabilité et puis du fait aussi opportunité en termes de RSE et de communication derrière. Je reviens sur ton parallèle entre média littératie et data littératie. Alors déjà, ma remarque, c'est que j'espère qu'on va mieux réussir en data littératie qu'en média littératie, parce qu'il y a encore du boulot. C'est un work in progress. Mais du coup, ce qui est intéressant en fait dans ce parallèle, c'est qu'on voit qu'il y a un travail permanent finalement, puisque c'est des technos qui évoluent tout le temps et puis des méthodes qui évoluent tout le temps. Et que du coup, on ne peut pas se dire, ça y est, j'ai acculturé mes collaborateurs à la data, ça c'est fini, je coche la case et je passe à autre chose. C'est quelque chose qui doit être maintenu en permanence finalement. Donc, c'est ça qui peut être intéressant sur ce parallèle-là. Carrément. Et pour tirer un tout petit peu le fil, le côté littératie, il m'avait expliqué un petit peu ce qu'il y avait derrière. La base de la littératie, ça veut dire, au départ, c'était avoir les fondamentaux de l'écriture. Savoir lire, savoir écrire. Donc, c'est juste avoir des fondamentaux. Ça ne veut pas dire, quand on sait lire et écrire, qu'on devient Victor Hugo. Donc, c'est pareil, quand on découvre la data, l'objectif, ce n'est pas de devenir un tueur du développement, un expert technique, mais c'est juste de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir juste en tête un peu les fondamentaux qui permettent ensuite d'interagir. C'est les bases de la communication. C'est passionnant. C'est de l'humain et c'est passionnant. Ouais, et du coup, moi, je rajouterais effectivement, quand on va chez nos clients, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ce qu'ils nous disent, c'est que voilà, ils ont déployé des choses et ils voient que ça ne marche pas comme ils voudraient ou pas aussi bien. Et souvent, la première réflexion, c'est de dire, en fait, c'est notre outil qui a un problème, c'est notre outil qui n'est finalement pas adapté correctement à notre besoin. Et ils n'ont pas tout de suite le réflexe de se dire que non, l'outil, il est peut-être très bien, mais c'est que derrière, ils n'ont pas accompagné l'humain assez sur l'appréhension de ces outils, sur le fait qu'ils adoptent ces outils. Et du coup, ce qu'on va constater en interne, c'est d'une part, on l'a dit, dans des usages qui ne sont pas optimisés. On nous parle beaucoup, et tu l'as dit tout à l'heure, de mauvaise qualité des données et donc d'une exploitation limitée des outils. Et puis, on a aussi des comportements de collaborateurs qui pourront être surprenants et qui seront non souhaités. Donc, un désintérêt pour ces sujets, une certaine inertie, voire des résistances, voire un rejet des projets.
Et voilà. Et souvent, on n'identifie pas tout de suite que la problématique, elle vient du fait que il n'y a pas de culture data dans l'entreprise. On va tout de suite dire, non, cet outil, il n'est pas bien, mon fournisseur, il faut que je change, etc., etc. Mais avant, du coup, il faut se questionner sur est-ce que le problème, c'est vraiment l'outil ou pas. Et souvent, on se rend compte que non, ce n'est pas que l'outil le problème. Ou ce n'est pas du tout l'outil. Exactement, tout à fait. Alors, l'acculturation, c'est un truc qui est clairement pas évident. Triple loops, piqué genou arrière. C'est clairement pas évident, d'autant plus que c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début, d'autant plus qu'en fait, les gens qu'on va venir voir, ils ne se sentent absolument pas du tout concernés, voire ils n'en ont absolument rien à faire. Donc il va falloir vraiment lever tous ces freins. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Voilà, on s'adresse à des cibles qui ne nous attendent pas. Et pire que ça, qui n'en ont vraiment rien à faire. Donc, il y a tout ça, ce cheminement psychologique qu'il va falloir faire. C'est pour ça que l'acculturation de la data, c'est clairement de l'accompagnement au changement. Ça veut dire aussi que comme on est sur une dimension psychologique, on va forcément devoir prendre en compte des spécificités. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc, on va être obligé de prendre en compte… On ne peut pas faire de la masse. C'est le one fits all. Ça ne fonctionne pas en acculturation de la data. Il y en a qui l'ont fait et qui nous ont raconté que ça ne marche pas. Donc, c'est intéressant de gagner du temps en l'évitant. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire de la haute couture, parce que ce n'est pas possible et encore moins quand on est dans une petite structure. Mais il y a quand même quelques questions à se poser avant de se lancer. Et je rajouterais donc, il faut démystifier, mais à tous les niveaux, pas que les collaborateurs qui vont utiliser les données, il faut aussi démystifier au niveau de la direction. Et ça, c'est les premières personnes à mobiliser dans l'entreprise. C'est les membres du comité de direction, parce qu'on a besoin de les engager, eux, pour pouvoir avancer sur la data et sur les sujets de culture data. Donc, il y a un premier travail à faire au niveau des comités de direction et qui cernent bien quelle est leur vision, quelle est leur ambition, où est-ce qu'ils veulent aller en matière de data, est-ce qu'ils sont tous bien alignés dans l'entreprise là-dessus. Du coup, est-ce qu'ils ont bien conscience du challenge qui va être à relever et de ces sujets que la culture data fait partie de ces challenges? Bonne question. Alors, on vous a préparé 3 bonnes pratiques avant de se lancer dans une feuille de route, parce que c'est en général par là que ça commence. Allez, on décide de faire l'acculturation à la data, on va faire la feuille de route. Avant de le faire, 3 bonnes pratiques. Ce que moi, j'ai vraiment vu chez plein de clients, c'est qu'en général, donc ça se passe souvent au niveau des responsables data, qui sont en général les experts, à qui on a remis le sujet de l'acculturation à la data. Et en général, ils vont directement foncer dans la production de contenu. C'est-à-dire, ils vont tout de suite faire un tableau en disant « Voilà, on va pouvoir faire un super webinaire sur tel sujet, on pourrait faire une infographie sur tel sujet. » Ils foncent directement dans la production de contenu. Et ce que je vois sortir comme contenu, ils sont géniaux, super intéressants, hyper pointus, etc. Mais avant de faire ça, en fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant, il faut vraiment revenir sur pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et en fait, souvent, ces clients-là, parce qu'ils me demandent de challenger leur feuille de route, et je leur demande, OK, mais au final, dans votre plan stratégique, c'est marqué que la data, elle devait permettre quoi? Et là, en général, il y a un petit blanc, ils me disent, attends, on va le rechercher, on te dira. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est juste de revenir sur… alors, si ce n'est pas un plan stratégique, c'est sur qu'est-ce qu'on attend au final de la data. Parce qu'en fait, elle peut intervenir à plein de niveaux. Il y a des entreprises, ça va vraiment être tourné vers le côté client, avec le côté personnaliser le service. Voilà. Il y en a d'autres où ça va être vraiment de réussir à industrialiser, à faciliter la vie des collaborateurs. Donc, on sera plus dans des problématiques d'efficacité opérationnelle. Enfin, en fait, alors des fois, c'est un petit mix de tout ça. Mais en tout cas, il y a forcément il y a un enjeu principal. Et avant tout, il faut vraiment se le rappeler et le mettre en haut de sa feuille de route, parce que finalement, l'acculturation à la data, elle n'a comme autre intérêt que d'être au service de cet objectif-là, et que, ce qu'on disait tout à l'heure, que les projets qui vont tirer le fil de cet objectif se fassent de manière efficace et fonctionnent. Et donc, pour ça qu'on est la culture data. Mais c'est ça l'étoile polaire, c'est qu'il faut garder en tête, c'est ça le why qu'il faut absolument avoir en tête, c'est au final… Être data-driven, c'est cool, c'est génial, c'est top. Mais pourquoi est-ce qu'on veut devenir data-driven? Je hoche beaucoup la tête parce que je suis complètement d'accord. C'est la première étape, c'est les objectifs. Pourquoi on fait ça? Et de manière… Alors, ça paraît très de bon sens et très basique, mais vraiment, 90% des échanges que j'ai avec des clients, ils foncent direct. Mais je pense que c'est quand on a le recul qu'on y repense.
Et là, ils me disent, mais oui, pourquoi on ne s'est pas posé la question? Mais c'est un biais dans lequel on peut très naturellement tomber. Donc, c'est aussi pour l'éviter. Et puis surtout, ça permet de justifier après aussi vis-à-vis de votre codir, etc., vis-à-vis de vos boss, d'argumenter et d'expliciter l'intérieur de votre stratégie, puisqu'elle est tout le temps en relation et au service d'eux. Donc, ça va aussi être un moyen de réussir à avoir le sponsorship nécessaire pour soutenir votre démarche et pourquoi pas les budgets. Yes. Deuxième bonne pratique, identifier et questionner les populations à adresser. Comme on le disait tout à l'heure, faire de la masse, ça ne marche pas. Juste prendre un fournisseur de formation et les mettre sur étagère et dire maintenant, allez-y. Alors, si vous y arrivez, franchement, il faut nous raconter si ça a marché. Mais de tout ce que j'ai pu entendre et de tous les CDO avec lesquels j'ai pu parler, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on en revient au sujet de base qui est le fait que la population ne se sent pas concernée. Elle a l'impression que c'est les experts de la data qui doivent être formés à la data. Pourquoi elle devrait… en quoi est-ce que ça la concerne? Donc, avant de faire ça, je pense qu'il y a vraiment… moi, j'ai fait un petit tableau à chaque fois avec lequel je démarre quand je travaille avec des clients qu'on remplit et qui est d'abord de définir les grands personas. En gros, c'est que… Et surtout, il y a un truc derrière ça, c'est qu'en fait, on va plutôt faire du marketing que de la com. Faire de la com, c'est produire un contenu et le pousser. Bon, et bien là, il faut faire du marketing, c'est-à-dire partir de la cible. Qui est-ce qu'on veut toucher avant tout? Et si on ne le fait pas, ça ne marchera pas parce que comme ces personnes ne se sont pas concernées, il faut absolument bien comprendre qui elle est et qu'est-ce qu'elle a de particulier. Donc, dans votre boîte, définissez les 2-3 grandes populations que vous avez envie d'adresser. Pas besoin de rentrer dans du sur-mesure, le travail sur-mesure, sinon ça va coûter trop cher et puis ça va être trop… ça vire usine à gaz. Mais par contre, se poser quand même la question de quels sont les dénominateurs communs. Et en fonction des boîtes, les dénominateurs communs, ils peuvent être super différents. Il y a des boîtes, ça va être le niveau de maturité des collaborateurs. On va faire 2-3 grandes masses. D'autres, ça va être les métiers. Les métiers qui produisent la donnée d'un côté, ceux qui ne le savent pas, par exemple, et ceux qui en utilisent de l'autre côté. D'autres, ça va être… alors là, je parle plutôt pour les grosses boîtes, mais si jamais vous avez des entités dans plusieurs pays, ça peut être le côté culturel qui va faire une différence dans l'appréhension qu'on a par rapport à la donnée. Donc, il faut réussir à identifier dans sa boîte quels sont les grands dénominateurs communs et définir 2-3 populations. Et pour chacune de ces populations, il y a une série de petites questions qu'il faut se poser. Et moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas de vous les poser vous, mais c'est d'aller leur poser à eux. Ah, c'est très mal formulé, c'est pas du tout du bon français, mais c'est de les faire parler. Voilà, c'est mieux. Compris. Voilà, c'est organiser un petit atelier avec quelques représentants et échanger avec eux pour essayer de comprendre. Et d'abord, de ne pas du tout parler données. C'est quoi ton enjeu quand tu arrives le matin à ton boulot? C'est quoi les fameux pain points, quoi? Pain points, c'est quoi vos problématiques? C'est quoi votre enjeu? Donc, du fait, quels sont vos besoins? Et surtout, parlez pas données au départ, parce qu'ils n'ont peut-être aucune conscience et aucune idée de ce que ça peut être. Et ensuite, c'est quoi les freins? Et réussir à comprendre est-ce qu'il y a des choses qui leur font peur? Est-ce qu'il y a des choses qui les interrogent? Voilà, les freins, les leviers, sur quoi est-ce que vous allez pouvoir jouer? Les commerciaux, il y a le côté challenge. Les dirigeants, ils adorent quand, en général, ça marche bien, le levier psychologique de leur dire chez les concurrents, ils font ça, etc., etc. Quels sont les bons formats qui fonctionnent avec cette population? Est-ce que c'est plutôt des vidéos? Tiens, c'est que des commerciaux, ils passent leur vie en voiture. Tiens, on va plutôt faire des podcasts alors, parce que pour eux, ça sera plus adapté. Comme dirait Gaëlle, on écoute toujours les podcasts en voiture, etc., etc. Et puis, le canal. Bien choisir par où est-ce qu'on va aller pousser ce contenu? Est-ce qu'on va le faire par mail? Tiens, on s'était rendu compte que les caissières, elles n'avaient pas de mail. Bon, ça ne sert à rien dans ce cas-là de faire quelque chose qui soit envoyable par mail. Donc, il faut vraiment réussir à se mettre dans les bottes et encore mieux à aller échanger avec ces populations pour réussir à avoir ce tableau. Une fois que vous avez ce tableau, vous avez presque tout pour faire votre stratégie d'acculturation à la data. C'est les fondamentaux sur lesquels vous allez jouer. Voilà un petit peu la base. Et effet qui se coule sympa, en allant parler avec eux, en les faisant parler, déjà, vous allez commencer à parler de données, mais sans parler de données, vous allez les faire parler eux. Donc déjà, vous allez créer de la confiance aussi. Et donc, tout ça, c'est des bons leviers pour la suite. Donc, on fait de l'acculturation sans faire d'acculturation. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une étape très, très, très importante parce qu'on peut avoir des intuitions qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent ne pas être bonnes aussi. Ça arrive. Et du coup, on n'a pas l'image globale. Et là, vraiment, en allant interroger les populations, on va pouvoir construire cette image globale. On va faire sortir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et comme dit Florence, déjà, c'est un premier intérêt qu'on va montrer envers les collaborateurs et ça va déjà être une première
action finalement d'acculturation, d'aller s'intéresser à eux, leur parler data et essayer de comprendre leurs besoins et leurs problématiques. On leur montre qu'on est vraiment à leur service. Et il y a un élément que je rajouterais là sur, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'espère. Oui. Il y a un élément que je rajouterais sur ce que vous venez de dire, c'est au-delà, c'est qu'en plus, eux qui peuvent être promoteurs de solutions, c'est-à-dire des choses qui eux-mêmes avaient en tête et ils n'avaient pas été consultés au préalable, forcément ils l'avaient gardé pour eux ou ils savent pas si c'est judicieux de le proposer. Et typiquement, les commerciaux, c'est une cible intéressante parce qu'ils utilisent un CRM et c'est eux qui doivent valider les données qui souvent servent le marketing, qui doit servir l'entreprise. Mais bien souvent, le marketing demande des données. Donc, le commercial perçoit ça comme une demande administrative, contraignante, polluante, qui lui fait perdre du temps. Alors que si il y avait un travail en collaboratif, peut-être qu'on pourrait voir du sens à donner à chacun, y compris au commercial, au marketing et puis au final pour la direction. Donc, ce travail ensemble est toujours plus productif que chacun dans son coin. Ça veut dire aussi que vous êtes en train de vous créer toute votre communauté d'ambassadeurs qui, par la suite, quand vous aurez votre super stratégie, votre super plan d'action qui sera prêt, seront ravis d'en parler puisqu'ils y auront apporté également leur touche. Donc, ça veut dire que c'est un bon moyen aussi de commencer un petit peu à préparer la suite. Ensuite, ce qui est évidemment super méga important, c'est de mapper, de définir l'objectif et les métriques à suivre. C'est un peu l'intérêt aussi. Alors, on se dit souvent la culturation de la data, quels indicateurs on peut suivre? Alors ça, c'est une des questions que j'ai posées dans pas mal de mes interviews et il y a plein de réponses possibles. Alors, il faut se poser la question à soi, mais ce métrique, on va le suivre en fonction de l'objectif final qu'on a. Donc ça, on le remet toujours en fonction de l'objectif aussi. Dans certaines entreprises, ça va être un pourcentage de la population globale qu'on veut avoir touché. Dans un autre, ça dépendra des métiers. Dans certains, c'est ceux qui auront commencer à demander des formations, c'est-à-dire ceux qu'on aura réussi à faire passer toutes les étapes et qui seront dans la démarche proactive de la formation. Voilà, il faut réfléchir pour que ce métrique soit d'abord mesurable, évidemment, et puis surtout qu'il réponde bien aussi par rapport à l'objectif. Mapper, ça veut dire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de créer une sorte de petit graphe qui permette, au départ, vous avez différentes populations, à quelle étape elles en sont et vous les amener à quelles étapes, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes à zéro, hein. Elles peuvent être à des niveaux de maturité de nos 5 étapes tout à l'heure qui peuvent être différents. Et quel est l'objectif que vous fixez de les amener par rapport à ce qui est nécessaire aussi, par rapport à leur métier, par rapport à leurs besoins, etc. Mais d'avoir ça en tête, c'est un bon point de départ aussi pour le vendre aussi au-dessus et avoir aussi les appuis après nécessaires pour mettre les choses en place. C'est quoi ta phrase préférée, Gaëlle? C'est on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer, c'est ça? Elle est bonne, celle-là. Ouais, donc, oui, on est dans la data, donc il faut mesurer, hein. C'est inévitable. Même si c'est de la culturation à la data. Parce que souvent ce que j'ai entendu, ouais, mais c'est compliqué, c'est de l'humain. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer? C'est compliqué, c'est de l'humain. C'est pas faux, hein, c'est pas Effectivement, si tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, on dit souvent, on fait des objectifs SMART. C'est mesurable, réaliste, je ne sais plus ce que c'est la définition exacte. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, tant qu'on n'évalue pas, c'est difficile de dire j'ai progressé. Ouais, ok, tout ça, c'est de la perception, c'est un point de vue. Hein, mais un projet, sur les projets, et souvent quand on fait des proof of concept, là, il y en a beaucoup qui ils lancent des projets et puis ils disent on verra bien dans un an, qui se font retoquer au bout d'un an ou de 6 mois parce qu'ils disent quand ils vont voir le boss, c'est le boss, ok, t'as dépensé ça, t'as pris tant de temps, machin, mais concrètement, ça nous apporte quoi? Je sais pas, parce que c'est difficile, machin. Ouais, difficile parce que c'est pas mesurable et du coup, ça reste qu'une perception. Et c'est souvent effectivement tout ce qui se mesure s'améliore. C'est la question à ta phrase. Et il y a un CDO aussi un jour qui m'a dit moi, ce que je mesure, c'est le nombre de fois où mon téléphone sonne. C'est-à-dire, il me dit, ça veut dire que à partir du moment où les collaborateurs commencent à se rendre compte qu'on peut vraiment leur apporter quelque chose et qu'ils m'appellent pour me partager leurs problématiques en me disant ta data, là, elle ne peut pas faire un truc pour m'aider, et ben pour moi, à chaque fois, c'est une réussite. C'est top, j'adore. Donc, prenez un téléphone et enfin, voilà, chacun choisit son métrique pertinent en fonction de son objectif. Et puis, on a des petits bonus pour vous. Pour finir. Alors, il y a des petites bonnes pratiques aussi. Il n'y a pas une entreprise avec laquelle j'ai échangé qui ne m'a pas parlé de la réussite et de l'importance d'avoir un réseau d'ambassadeurs.
Ambassadeur, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de follement structuré, etc. Et dans une petite structure, ça peut être assez tout à fait raisonnable comme organisation. Mais c'est juste avoir identifié les fameux early adopters, ceux qui vont… Il y a le patron de la data du groupe BPCE, lui, il me dit c'est la théorie d'escargot. Il démarre petit, et puis après, voilà, c'est ce premier petit groupe qui va ensuite essaimer. Et ça, c'est vraiment un dénominateur commun que j'ai absolument avec tous les CDO qui me disent que ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment la bonne pratique. Alors après, il y a plein de questions qui se posent derrière. Est-ce qu'il faut l'imposer à des collaborateurs ? Est-ce qu'il faut que ce soit presque dans leur fiche de poste dès le départ ou est-ce que c'est sur la base du volontariat ? Est-ce que ça doit être des experts de la donnée ou ça peut être toute personne volontaire qui s'intéresse ou est curieux du sujet ? Il y a plein de théories et c'est des questions à se poser, mais dont la réponse dépendra des spécificités de votre entreprise. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense, par rapport à ça. La deuxième chose que j'ai identifiée aussi et auquel souvent les équipes data ne pensent pas tout de suite, c'est associer les RH et la com interne dès le départ. Souvent, ça arrive un peu en bout de course. C'est-à-dire que si on se dit dès le départ que la partie acculturation et toutes ces parties de sensibilisation qui amènent à la formation, il faut absolument intégrer les RH puisque c'est eux qui vont être ce levier, ce moment de prise de contact qui va passer à la partie formation. Ça veut dire aussi qu'on est aussi dans une projection vers l'avenir, le GPEC dont on parlait tout à l'heure, de quels besoins l'entreprise elle va avoir dans 5 ans en termes de ressources et de compétences en interne. Associer les RH, ça veut dire aussi associer quelqu'un de plus, le CODIR, qui va pouvoir vous aider à défendre des budgets si nécessaire. Donc, ça reste important. Et la com interne aussi, c'est hyper important. D'ailleurs, comme les RH, pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, quand on a défini une population qu'on veut adresser, il y a un vrai sujet, c'est le canal. Comment est-ce qu'on va s'assurer que notre population va bien recevoir le contenu qu'on va lui pousser ? Et je vous assure que c'est vraiment une question à se poser parce qu'il y en a plein qui font des super contenus, mais qui ne se posent pas la question du canal. Et qui sont les deux populations qui, depuis, par essence, savent toucher ces populations ? C'est les RH. Alors, je ne sais plus qui m'a dit… moi, je travaille toujours avec les RH parce qu'un bulletin de paie arrive toujours à son destinataire. J'adore la formule, je vous la partage. C'est vrai, eux, ils savent comment aller toucher les collaborateurs. Donc, les associer dedans pour préparer comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à toucher, à vous assurer que les contenus que vous allez produire touchent bien la cible, c'est essentiel. Et la com interne, c'est pareil. Elle a plein de canaux déjà en place. Elle a peut-être une newsletter déjà qu'elle fait tourner. Elle a peut-être des rendez-vous, celle qui organise des grands-messes. Enfin, et évidemment, les mettre dès le départ dans la boucle parce que quand on va les voir en fin de parcours, en général, ils sont moins motivés, ce qui est normal, pour s'impliquer. Donc, voilà, les mettre dans la boucle dès le départ, ça, c'est vraiment une bonne pratique, un petit secret qu'on avait envie de vous partager. Faites de la culture data sans dire, ça, c'est pour Camille. Ouais, je pense que ça, c'est important. Il faut faire de la culture data sans dire qu'on fait de la culture data. Alors, l'équipe data dans l'entreprise qui va travailler sur le sujet, oui, elle va construire le programme avec les RH, la com, etc. Mais après, pour aller toucher l'ensemble des populations qu'on doit toucher, il ne faut pas leur dire on va vous faire de la culture data. Déjà, il faudra expliquer ce que c'est que la culture data et concrètement, il y a peu de gens qui savent ce que c'est que la culture data. Donc, l'objectif, ce n'est pas ça, c'est pas d'aller expliquer la culture data. L'objectif, ça va être de faire qu'ils fassent mieux leur métier, ils fassent mieux d'améliorer leur quotidien grâce à la data. Donc, on ne dit pas qu'on fait de la culture data, mais on va venir planter des petites graines qui vont leur permettre de mieux exploiter leurs données au quotidien dans leur travail. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec ce point-là. Et du coup, pour finir, on peut continuer à parler de ces sujets via Florence et son club Culture Data. Chez Data Tulting aussi, on va avoir des occasions d'en reparler. Et puis aussi, on peut en parler tout de suite. Donc, vous, de votre côté, là, qui nous écoutez, si vous avez des problématiques sur le sujet, est-ce que vous avez eu du mal à embarquer vos collaborateurs? Est-ce que vous avez toujours du mal? Est-ce que c'est des sujets qui se posent chez vous? Et on est intéressé d'avoir vos retours là-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Gaëlle, on ne t'entend pas. Je disais, il y a Véronique qui est là, donc je ne sais pas si elle voudra prendre la parole. Je ne sais pas si tu peux débloquer les micros. Si, je peux. Je sais que c'est un sujet chez Véronique. Salut Véronique. Là, vous êtes vache. C'était pas incognito, là.
Bah oui, bonjour tout le monde. Bah, nous, effectivement, on est en plein dans toutes ces questions de culture data en ce moment, où effectivement, le vrai problème, c'est que les gens n'ont absolument pas conscience qu'ils ont un problème de culture data. Pour eux, bah, en fait, c'est évident et c'est logique et en fait, voilà, on n'a pas besoin et en fait, moi, je suis arrivée à la conclusion justement qu'on avait un besoin de culture data en mettant plein de pièces différentes, plein de problématiques et en finalement me rendant compte que tous ces problèmes-là, c'en était qu'un seul. Qu'effectivement, on a fait des super rapports, mais les gens ne s'en servent pas forcément comme ils devraient. On les a pourtant tous formés au départ, mais voilà, comme vous disiez, c'est carrément vrai, c'est sans fin. C'est-à-dire que tous les nouveaux qui arrivent, on les forme quand on leur présente nos rapports. Et malgré tout, on voit que 3 mois après, plus personne ne se rappelle comment ça marche. L'inquiétude de va pas me mettre au chômage si tu te mets à faire les rapports à ma place. Le tableau qui est mal utilisé et on prend des mauvaises décisions parce qu'on ne l'a pas compris. Enfin voilà. Et tous ces problèmes-là, en fait, ce qui est compliqué aussi à amener, c'est que parfois, ça remet en cause les gens, en fait, je trouve. Ça peut être un peu difficile de dire bah, on va faire de la culturation parce que bah, ce n'est pas forcément utilisé comme il faudrait. Et c'est compliqué, effectivement, faut faire de la culture data sans le dire parce que c'est compliqué de dire aux gens bah, voilà, c'est un sujet, je trouve, qui est enfin, qui est passionnant, c'est clair, je partage, mais qui peut être assez compliqué à C'est des amener. sujets qui sont parfois un peu touchy. Hein. Ouais, complètement. Je pense, comme vous le disiez, il ne faut pas que ce soit présenté comme une solution à un problème. En fait, ce n'est pas comme s'il y avait un problème au départ et que c'est une solution, mais plutôt comme un moyen d'évolution ou de grandir, de se former, de monter en compétences, etc. En fait. Mais il ne faut pas que ce soit vu comme une... Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Il y a une défaillance. Voilà, exactement. C'est exactement la difficulté pour amener le sujet. Alors qu'en fait, oui, clairement, une fois que les gens sont acculturés, qu'ils comprennent l'intérêt, bah, ça démultiplie les projets. Enfin, ce que je disais, moi, c'est l'image, c'est j'ai un tableau magnifique que j'ai payé hyper cher et puis je l'ai mis derrière une armoire. Donc, personne n'en profite. Voilà. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Je rebondis un peu sur ce que disait Florence tout à l'heure et moi, je trouve que le questionnement était intéressant. C'est ce questionnement de devenir data-driven dans 5 ans, etc. Enfin, en gros, à quoi doit servir la data dans l'entreprise et en quoi elle doit contribuer à la réussite ou à la performance de l'entreprise, et peut-être de commencer par répondre à ces questions-là avant même de se projeter dans qu'est-ce que je veux aller écouter sur le terrain. Parce qu'au final, avec ce qu'on recherche, il faut savoir ce qu'on recherche et où on en est aujourd'hui par rapport à ce qu'on recherche. Et du coup, ça permet d'évaluer la marge de progression qu'il va falloir aller chercher et potentiellement de se dire, tiens, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien ou pas assez bien ou différemment de ce qu'on devrait le faire. Et du coup, terrain. Et cette question-là, je trouve qu'on ne se la pose pas assez souvent. Le côté, on veut être data-driven dans 5 ans, mais ça veut dire quoi concrètement dans les faits pour l'entreprise dans la stratégie de la boîte? Et ça, c'est de reposer la question. Ça, c'est le chef d'entreprise qui doit le savoir ou qui doit en tout cas poser des jalons là-dessus, qui me semble essentiel à relever. Oui, complètement. Bon, j'ai un peu plan. Merci Véronique. Avec plaisir. Bah, merci à vous. C'était hyper intéressant. Chouette. Merci. Eh ben, on a presque terminé. Là, on va peut-être conclure avec la slide d'après. Juste pour le Club Culture Data, si je peux me permettre, voilà, si vous êtes intéressé pour faire partie du Club Culture Data et découvrir surtout toutes les vidéos que j'ai pu tourner de différents Chief Data Officers, il suffit d'aller faire un petit tour sur mon profil LinkedIn, Florence Axel, vous me trouvez dessus. Et dans les premiers liens, vous allez découvrir le lien direct vers la newsletter à laquelle vous abonnez. Enfin, je me permets, je pense que ça peut être aussi plein de retours d'expérience. C'est très riche et super intéressant. Ouais. Et surtout, c'est intéressant parce que c'est fait avec des grands comptes qui, eux, ont des moyens qui ne sont pas forcément les mêmes, etc., avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais par contre, qui ont du coup beaucoup plus de retours d'expérience. C'est ça. Ils ont de l'avance. Recul sur ces usages. Complètement. Ça permet de gagner du temps, en fait. Il y a des choses à l'écouter.
On va pas Exactement. réinventer la roue. Et Gaël, tu veux conclure? Ouais, je vais conclure et puis je vais ouvrir un peu les sujets. Mais merci beaucoup, Florence, pour ta contribution, ta participation. Tu Avec sais que tu es plaisir. la bienvenue chez intervenir sur différents formats. Donc, on aura sûrement d'autres occasions. Organiser ce datapéro et de l'avoir co-animé avec Florence. Et puis, merci à ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et puis, dans tous les cas, ce datapéro sera disponible en replay, ainsi que le fichier accessible en PDF suite à l'envoi du mail pour ceux qui étaient inscrits. Prochain datapéro, donc ça sera pas tout de suite, c'est le 20 septembre. Et là, on va revenir dans l'outil, dans le dur, entre guillemets. Là, on parlera de BI et on comparera deux solutions majeures du marché que sont Power BI et Tableau. Et là, on vous parlera, parce qu'on a fait un benchmark disponible sur Datasulting. Vous pouvez le retrouver avec 4 solutions du marché. Et vous trouverez un extrait, en gros, sur ces deux solutions-là, Tableau et Power BI. Donc, pour ceux qui s'interrogent sur leur choix, sur leur réflexion d'usage, qu'est-ce que je mets en place chez moi dans ma boîte, voilà, ça peut être intéressant si vous avez des réflexions sur le pilotage d'entreprise à l'aide de tableaux de bord ou d'outils de BI. Sinon, j'ouvre également le sujet. Le 21 juin, pour ceux qui sont à Montpellier, nous allons tenir le premier événement de l'Observatoire de la s'appelait Cultive ta data. Et donc, comme son nom l'indique, qui sera largement dédié à ces sujets de culture data. Et donc, on va reprendre un petit peu cette approche qu'on a en Datapéro, mais version grandeur, nature et avec beaucoup plus de participants et d'intervenants. Dernier point, nous tenons régulièrement des ateliers pizza, encore une fois, pour les Montpelliérains. Donc, on fait des datapéros, des ateliers pizza, data. On va rajouter data à toutes les Data sauces. pizza, Data pizza, voilà. Et le prochain se tiendra le 7 juin, encore une fois, sur le sujet culture data, parce que c'est un petit peu voilà, on en profite pour voir là, c'est beaucoup plus interactif, avec des participants qui viennent dans nos locaux à Montpellier. Reste, n'hésitez pas à nous en faire part par email sur notre site web. Enfin voilà, les canaux, il y en a pas mal. Vous avez les interlocuteurs, ils sont présents ici. N'hésitez pas à nous solliciter pour nous montrer votre intérêt. Et puis si vous voulez parler culture data, Camille peut aussi être une interlocutrice sur le sujet chez Datasulting, puisque nous avons lancé aussi une offre d'accompagnement des stratégies d'acculturation des entreprises. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. Bon appétit et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut.